On va parler à Georges Gaumont, on va parler avec notre invité d'Africa Fest, un festival des Afro-descendants. Afro-descendants, tiens, un nouveau mot dans le dictionnaire Robert depuis quelque temps. D'ailleurs, nous, ça fait déjà longtemps qu'on l'utilise au Québec, mais bon, je pense que les Français on suivait à POC. Je sais pas si c'est dans le dictionnaire, suivre la POC, mais le boss des Bécosses, par exemple, c'est un nouveau mot aussi dans le dictionnaire. Bon, il y a un petit côté folklorique, mais donc, bref, tout ça pour dire qu'on va parler du Festival des Afro-descendants de Québec. Ça commence en fin de semaine, du 17 au 20 mai. C'est pour la fin de semaine. On en parle, mais aussi avec Georges, on va parler de la vente des terres congolaises au Rwanda. On avait commencé à en parler. C'est un gros sujet. On va y revenir. Le Rwanda qui a signé un accord avec le Royaume-Uni qui va rediriger les déboutés d'asile en Angleterre vers le dit Rwanda. Alors, c'est une grosse affaire. Il y a plein de pays d'impliqués, en tout cas quelques pays d'impliqués. Là. Puis le Rwanda, on sait, c'est un petit pays, hein. Grosse population, en plus 14 millions d'habitants pour 26 000 kilomètres carrés. Donc, ça va coincer quelque part, on va se le dire, mais le Rwanda qui achète des terres ailleurs. C'est un peu étrange et Georges mettra tout ça en lumière. Voilà, nous, Georges, on va essayer d'être positif comme nous disait, absolument, optimiste comme nous disait Nabila, mais on va quand même parler d'un sujet chaud, là, la vente des terres congolaises au Rwanda. On l'avait abordé il y a 2 semaines. Oui. Alors, on poursuit une série de chroniques. Non, tranquille. Voilà. Oui, c'est ça. On poursuit là-dessus parce que le Rwanda qui... on l'a mentionné aussi la semaine dernière, a signé un accord avec le Royaume-Uni qui va rediriger ses demandeurs d'asile au Rwanda. Moi, je t'avais posé la question, hein, je me suis dit, pourquoi cet accord-là, puis c'est quoi les tenants et les aboutissants de tout ça? Pourquoi renvoyer spécifiquement au Rwanda les demandeurs d'asile qui viennent de partout. De partout. Écoute, d'Afghanistan, de Syrie, de partout, c'est-à-dire alors tous. Comme si le Rwanda était une plaque tournante, on acceptait, c'est un fourre-tout. J'ai mal compris tout ça, et d'autant plus c'est que tu nous as bien expliqué que le Rwanda, c'est un petit pays. C'est un petit pays très peuplé. De 26 000 kilomètres carrés. Je sais pas si c'est la surface même de Québec, la ville de Québec. Non, un peu plus quand même. Mais quand même, hein, un tout petit pays de 26 000 kilomètres carrés, à comparer avec le Congo-Brazzaville, d'où est-ce que je viens, de 342 000 kilomètres carrés, avec une population de 5 à 6 millions d'habitants seulement, et le Rwanda avec une superficie de 26 000 kilomètres carrés seulement, avec 14 millions d'habitants. Alors, donc, on voit déjà un pays à une densité extraordinaire au mètre carré, on peut dire même au mètre carré. Il y a beaucoup de gens, et qu'on signe un accord avec le Royaume-Uni, que tous les déboutés d'asile politique au Royaume-Uni soient envoyés au Rwanda. Et puis, c'est pas tout aussi. Dans ces accords, l'Union européenne a signé avec le Rwanda des contrat dans la vente des matières premières. Et au Rwanda, il n'y a pas de matières premières. Le coton dont on parlait, par exemple, on nous permet de fabriquer tout cela. On en a parlé, le coton, la dernière fois. Je sais pas si tu as fait tes recherches là-dessus pour regarder la place que prend avec Valérie, évidemment, on en avait parlé. Et comment est-ce qu'un tout petit pays comme le Rwanda, qui n'a pas de minerais, peut signer avec l'Union européenne, une grande institution comme cela, de se faire vendre le coton qu'ils n'ont pas. Et on comprend très bien que en RDC, la guerre qui dure bientôt 30 ans en RDC, dans le Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, il y a près de 12 millions ou 13 millions de morts déjà. On en a parlé et personne n'en parle. Personne n'en parle au niveau international. Donc quand on essaie de voir un peu tout ça, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Et avec ce qui vient de se greffer maintenant, que le Rwanda aille acheter ou bien se fasse céder des terres du Congo-Brazzaville au Rwanda, ça, on perd son latin, Caro. On essaie de comprendre, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a des rapports bilatéraux entre le Rwanda et le Congo, ça peut se comprendre. Les populations se déplacent d'un pays à un autre, c'est tout à fait normal, on est dans l'immigration. Mais là, que on cède, c'est-à-dire que on voit le Québec.
Le Québec, les Américains vont dire, mais écoutez, le Québec, vendez-nous des petites parties de terre et on va prendre tout Charlebois. On va prendre les cantons de l'Est. Voilà, c'est ça. On choisit les cantons de l'Est. Vous avez des belles vignes. Voilà, exactement. Alors, on va prendre les vignes du canton de l'Est. Exactement. Alors, donc, on comprend pas. Mais on peut comprendre quand même aussi les enjeux qui nous sont cachés au fond. Hein? C'est ça, parce que tout ce qu'ils font, est-ce que toi et moi, en tant que citoyens, citoyennes, on ne sait pas ce qui se trame là-dedans dans les enjeux politiques. Alors, déjà, bon, le Rwanda, en guerre avec la RDC. Un petit moustique. Comment on appelle le moustique en québécois? C'est le maringouin. Le maringouin. Un petit maringouin à côté d'un éléphant. Un éléphant qui est la RDC. Ouais. Et que le petit maringouin puisse terrasser, n'est-ce pas, le gros éléphant. On a du mal à comprendre. Derrière le Rwanda, il y a qui? Le Rwanda est soutenu par la France. Le Rwanda est soutenu par les États-Unis. Le Rwanda est soutenu par l'Union européenne qui vient de signer évidemment les accords d'achat, n'est-ce pas, de minerais avec le Rwanda. Donc on peut comprendre et visiblement aussi avec le Royaume-Uni. Mais bien sûr avec le Royaume-Uni également. Donc on comprend très bien que le Rwanda soit aussi engagé dans une démarche hégémonique en Afrique. Et là, quand on voit Bernard Debré, qui est un grand homme politique français, la famille Debré est bien connue dans l'histoire politique française, qui déjà je peux pas donner la date exactement, en 1993 peut-être par là, aussi avait écrit un livre où il parlait déjà de l'empire Hutu-Tutsi. L'empire Hutu-Tutsi, c'est cet empire des Tutsis qui sont des Nilotiques, à côté des autres Africains qui sont des Bantous. Alors, les Nilotiques... Alors là, on rentre dans quelque chose d'assez corsé, à comprendre. Mais à comprendre, mais il faudra bien comprendre. Parce que moi, j'ai pensé que c'est Tutsi, là, qui était... Alors là, tu t'amènes un autre concept, là. Ah ouais. Le Rwanda est habité par les Hutus et les Tutsis. Ouais, d'où Les Hutus sont majoritaires. Les Tutsis sont minoritaires. Il se trouve qu'en 94, quand le fameux génocide a commencé, c'est parce c'était le pouvoir Hutu, des majoritaires là-bas. Donc on a tué le président Habyarimana, qui était en Hutu, et qui a déclenché, n'est-ce pas, le génocide des Tutsis, parce qu'on disait que ce sont les Tutsis qui avaient abattu l'avion du président. Alors, c'est les Hutus qui, rappelons-le, ont génocidé. Mais qui ont génocidé. Mais qui voulaient, enfin, anéantir le peuple Tutsi. Le Tutsi pour avoir abattu l'avion du président. Exact. C'est eux qui ont fait le génocide. Et, oui, mais puis pas juste parce qu'ils avaient abattu l'avion du président, parce qu'ils voulaient anéantir les Tutsis. Oui, bon, il y a tout cela. Mais maintenant, il y a des recherches qui ont été faites aussi qu'il n'y a pas que le génocide des Tutsis, mais les Hutus aussi ont fait un génocide vis-à-vis des Hutus. Donc c'est compliqué là aussi. Peut-être qu'on reviendra là-dessus pour mettre l'éclairage un peu sur ce rapport beaucoup plus ethnique. Mais revenons un peu au niveau international parce que c'est ça qui importe aujourd'hui. Donc la RDC, évidemment, tout l'Est est pratiquement occupé par le M23. Le M, c'est le mouvement du 23, en fait. Je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça a commencé le 23 de quel mois? Je n'en sais rien. Ouais. Mais le M23 est censé être des Congolais qui sont en rébellion avec leur propre pays. Mais au fond, on a bien vu que c'est soutenu par les Rwandais. Et il y a beaucoup de soldats rwandais qui sont dans le M23 et qui ont pris une large partie de l'Est et où, évidemment, il y a des trafics de matières premières. Il y a un balai incroyable, des avions qui atterrissent à chaque minute pour emporter, n'est-ce pas, les minerais à l'extérieur. Donc, il y a ce commerce-là qui est là. Bon, maintenant, venons au Congo-Brazzaville. Monsieur Denis Sassou Nguesso, qui a signé des accords avec le Rwanda et qui va signer des accords, c'est le fils de monsieur Denis Sassou Nguesso dont nous avons parlé, Denis Christel Sassou Nguesso, qui veut prendre la place de son père. En tout cas, c'est visiblement c'est cela. Alors, pourquoi il va s'acoquiner avec le Rwanda? Mais c'est tout simplement que monsieur Denis Sassou Nguesso a fait cet enfant avec une femme de la RDC. Donc, Denis Christel a sa mère qui est de la RDC et son père, Denis Sassou Nguesso, qui est du Congo.
Donc déjà là, que ce monsieur devienne président de la République du Congo, ça pose problème pour les Congolais parce que la Constitution dit qu'il faut être de père et de mère congolais. Alors, donc il y a ça également. Alors, mais pourtant, Sassou l'a fait, son père l'a fait ministre de la coopération internationale, c'est presque le ministre des Affaires étrangères. Il a propulsé à des postes extraordinaires, il a été le gestionnaire du pétrole du Congo, la compagnie de pétrole du Congo, ils ont siphonné l'argent à un niveau incroyable. Et que c'est lui qui va signer les accords avec le Rwanda. Parce que au niveau de la République du Congo aussi, il y a des personnes qui sont pas d'accord avec cette occurrence-là au niveau de l'armée. Donc il y a des écuries au niveau du Congo-Brazzaville. Il y a des écuries. Il y a des gens qui voient d'un mauvais œil l'arrivée du fils de Sassou au pouvoir. Parce qu'ils disent que non, mais il n'est même pas congolais à 100%. Mais c'est raciste, ça? Oui, mais non, c'est peut-être pas. Mais oui, on rigole comme ça. Mais c'est tout simplement la Constitution reste la Constitution quand même. Aux États-Unis, quand tu n'es pas né aux États-Unis, tu peux pas être président des États-Unis. Mais il est né aux États-Unis, non? Au Congo. Mais c'est juste que. Mais l'autre aspect, c'est être de père et de mère congolais. C'est une disposition de la Constitution. Oui. Là, déjà, il est pris dans le filet. Schwarzenegger aux États-Unis n'a pas pu devenir président des États-Unis parce qu'il n'est pas né là-bas. Voilà. Alors que c'était le grand gouverneur de la Californie qui pouvait être président des États-Unis. Donc la Constitution reste la Constitution. Mais par rapport à ces accords avec le Congo-Brazzaville, ce qui se passe en réalité, c'est que c'est des accords anticonstitutionnels. C'est-à-dire que c'est pas on reconnaît au président la possibilité de signer des accords avec des pays étrangers, y compris aussi dans l'allocation des terres ou que sais-je encore. Mais il y a un passage constitutionnel. Il y a la Constitution qui dit qu'il faut d'abord et avant tout consulter les Congolais qui restent le souverain premier par voie référendaire. Ou bien poser que les parlements, la chambre haute et la chambre basse du Parlement puissent statuer sur et donner le quitus au président de le faire. Or, on a vendu des terres comme ça là, sans passer par le Parlement, sans demander un référendum aux Congolais. Donc, ce sont des accords qui sont totalement anticonstitutionnels. C'est pourquoi ça pose problème aujourd'hui. Mais entre toi puis moi, là, que ce soit anticonstitutionnel, ça semble pas vraiment arrêter Sassou Nguesso. Il est au pouvoir de façon anticonstitutionnelle. T'as bien compris. Je veux dire, la Constitution, est-ce que c'est encore, ça tient encore la route, là? Mais à ce moment-là, il cherche des problèmes où il y en a pas. Si monsieur Sassou Nguesso s'était levé pour dire que le Congo devient une monarchie, alors on le comprendrait. C'est un peu s'il s'était élevé, non, mais il l'a pas dit. Il l'a pas dit, non. Mais il l'a pas dit. Il fonctionne sur les oripeaux de la démocratie. Ouais. Mais ils disent que c'est un État démocratique qui fonctionne avec les instruments de la démocratie. Sauf que ils font autre chose. Et là, ils se prennent dans leur propre piège à eux et on peut pas les laisser comme ça. Et les Congolais n'ont pas l'intention de laisser M. Denis Sassou Nguesso le faire. Et ils sont en ce moment, ça surchauffe au Congo-Brazzaville. Les Congolais ont dit, mais écoute, M. Denis Sassou Nguesso, 40 ans au pouvoir, il a tué le monde, on l'a laissé passer. Il siphonne l'argent du pays, on le laisse faire. Il fait beaucoup de choses. Il y a des jeunes qui sont tués dans les commissariats, on laisse faire. Il a fait beaucoup de choses que les Congolais ont laissé faire. Mais avec la vente des terres, la terre, c'est un élément de souveraineté nationale. Alors là, les Congolais se disent que non, ça ne passera pas. Et en ce moment, les jeunes, surtout les jeunes, qui voient leur avenir complètement floué parce que, Caro, ce qui se passe en ce moment, c'est que Monsieur Denis Sassou Nguesso, là, qui prend ces résolutions-là, alors, il est en train de piéger le pays parce que il a quoi? À plus de 80, bientôt 90 ans, il va tirer sa révérence. Mais comment va-t-il tirer sa révérence en laissant un grand boulet comme ça aux jeunes générations? Parce que les Rwandais qui viennent au Congo, on sait très bien que les Rwandais, c'est des sanguinaires. On le sait, tout le monde le sait très bien, puisque il y a eu pendant le génocide au Rwanda, ils ont continué à le faire, ils sont tués entre eux. Donc c'est des gens qui viennent s'installer au Congo et M. Denis Sassou Nguesso est en train de créer les conditions d'une guerre entre les Congolais et les Rwandais parce qu'ils vont pas se laisser faire à se faire prendre leurs terres. Il va créer aussi les conditions de guerre entre les Rwandais qui sont installés au Congo parce que quand il a reconquis sa guerre en 97, il a fait l'aide des Hutus qui ont fui, c'était les génocidaires Hutus qui ont fui le Rwanda en 94 pendant le génocide. Ils ont traversé et Denis Sassou Nguesso les a recueillis au Congo-Brazzaville. Il leur a installé au Congo. Et maintenant, il fait venir les Tutsis maintenant.
Donc tu vois, et les Tutsis et les Hutus vont se retrouver encore au Congo. De ce que j'en comprends, entre 1994, juste pour revenir un peu à ça, Tutsi Hutu, il n'y a pas eu d'apaisement. C'est quoi Tutsi Hutu? Là, je dis des peuples, c'est des tribus, c'est des ethnies. C'est deux grandes ethnies qui du sont Rwanda. Essentiellement au Rwanda. Il y a pas. Il y a le Burundi aussi à côté. Oui. Sauf qu'au Burundi, un petit pays à côté aussi dans la région des Grands Lacs. Alors, au Burundi, ce sont les Tutsis qui sont majoritaires, les Hutus sont minoritaires. Et il n'y a pas moyen qu'ils aillent vers le Burundi? Mais le Burundi, c'est un tout petit pays déjà en tant que tel. Donc, avec des millions de Hutus qui ont fui le Rwanda à l'arrivée des Tutsis au pouvoir avec Kagame, ils sont tous allés en RDC avec armes et bagages aussi. C'est là que M. Kagame se prévaut de son droit de poursuite parce qu'il se dit que les Hutus qui sont partis en RDC avec des armes, ils vont venir m'agresser encore ici. Voilà le prétexte que M. Kagame prend. Et puis ils se sont pas arrêtés là. D'autres ont traversé encore pour aller vers le Congo-Brazzaville. C'est compliqué, je sais très bien. Je sais que c'est compliqué puis c'est trop de haine. C'est trop de haine alors que les gens devaient tout faire pour qu'on apaise la situation. L'Afrique, en plus, ce qui me fait très mal, Caro, c'est que ça soit encore les Africains en train de s'étriper entre eux. Les gens d'un même pays en train de s'étriper entre eux. C'est ça qui est insupportable. Là où les gens construisent quand même une certaine idée de la nation. Il y a tout pour tout le monde. On n'a pas besoin de s'étriper, de se casser, alors qu'on a eu des batailles historiques, la bataille contre l'esclavage, on a eu la bataille contre la colonisation, et maintenant qu'on est devenu des pays, n'est-ce pas, libres, des pays, en fait, libérés de la colonisation. Indépendants, c'est ça que j'ai cherché. Je manque mes mots, Caro, merci. Et alors, au lieu de se mettre résolument au travail, on passe le temps à des futilités dans les clivages ethniques qui n'en finissent pas. Parce que, écoutez, vous êtes en train de vous battre. Qu'est-ce qui se passe, Caro? Mais vous achetez des armes. Quand vous achetez des armes, vous payez de l'argent pour les armes. Et vous vous entretuez entre vous. Et puis vous cassez tout. Vous brisez même la chose la plus essentielle qui est le lien social. C'est-à-dire des voisins qui vivaient en bonne intelligence. Eh ben, ils sont plus, ça devient des ennemis tout simplement parce on a des appartenances ethniques tout à fait différentes. Ouais, les combats, il y a plein de combats à faire pour justement, pour le peuple. Alors là, si enfin. Mais c'est ça qu'on ne comprend pas avec cette Afrique-là. C'est ça qui est choquant. On ne peut pas comprendre colère, Georges. Un continent qui est éminemment riche, on l'a dit et on l'a redit, et personne ne s'est levé pour dire le contraire. L'Afrique, c'est le continent le plus riche potentiellement, de par ce que nous avons besoin pour entretenir, n'est-ce pas, notre mode de vie aujourd'hui. Mais comment se fait-il que ce continent, et maintenant que les enjeux géostratégiques se redessinent, au lieu que les Africains cristallisent une certaine vue africaine et ils vont aller sur le marché international aussi, valoriser l'Afrique, aller ce petit... On va se partager. Déjà, pendant qu'ils s'entretuent, la Chine, la Russie, les États-Unis, la France vont prendre des morceaux. Et des petits morceaux. Et j'ai bien peur qu'on puisse revivre la conférence de Berlin 2. Hein? Georges, ça se termine pour vous être optimiste. Ben oui, on voulait être optimiste, mais avec... on grince un peu des dents, oui, mais il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle, qu'on nous écoute, et surtout que, une fois de plus, on va terminer, je pense qu'on a empiété là, mais il faut que les Congolais de Brazzaville disent à Denis Sassou Nguesso que ça suffit. On peut pas hypothéquer l'avenir des jeunes générations qu'on massacre, à qui on refuse l'éducation, à qui on refuse la santé, à qui on refuse l'avenir, parce que les jeunes au Congo-Brazzaville, qui représentent la majeure partie de la population, sont désœuvrés, Caro, sont désœuvrés. Alors que le pays a engrangé beaucoup de sommes d'argent, et cet argent, ça permet tout simplement d'acheter des armes. Ils achètent des armes. Ça soit acheter des armes en Azerbaïdjan, il y a pas longtemps, il est allé acheter des armes. Il achète en Corée du Nord, là-bas aussi. Donnez-moi l'argent et je la redistribuerai mieux. Georges, c'est tout le temps qu'on a, mais merci beaucoup. Ben oui. On va, le côté optimiste, c'est qu'on en parle et qu'on il faut on qu'on dit que en les parle. choses vont changer. Voilà, tout à fait. Et je rappelle avec ton invité Nabila Saïdji qu'on a parlé du festival Fest. C'est en fin de semaine que ça se déroule. Alors ça, c'est peut-être une belle occasion d'aller fêter. C'est un festival des Afro-descendants. C'est pour tout le monde. On se réunit, on va fêter. La musique qui est
un bon, comment on peut dire, catalyseur, un bon catalyseur, exactement, de la bonne humeur, et puis bon, on oublie un peu les choses un peu plus dures telles qu'on vient de les dire ici. Merci Georges, c'est très Caro. Intéressant, dur mais très intéressant. Dur, mais il faut en parler. La réalité. Il faut en parler. Alors nous, on fait une petite pause publicitaire et on se retrouve après pour la dernière demi-heure des matins éphémères et on va parler à Dominique Girard. On va parler